Merci, donc un petit challenge là pour moi. Donc je suis dans un monde inconnu, mais donc je vais essayer de témoigner en tant que responsable d'un master scientifique et je dirais presque plus industriel que scientifique, notre vision et notre besoin des enseignants de français. On l'appelle nous les enseignants de français parce que le FLE, j'ai appris ce mot-là en venant ici et pour nous, vous êtes des enseignants de français et on a besoin de vos compétences, on va le voir tout de suite. Donc ce que je vous propose, c'est de présenter rapidement notre école, et pas pour faire la propagande sur notre école, mais pour, je pense que ce qui est important, c'est le contexte dans lequel j'opère pour former nos jeunes ingénieurs, leur destination, et donc finalement le contexte global dans lequel on a des objectifs de résultats. Donc, comme vient de le dire Sandrine, ça commence mal pour les profs de français puisque notre école a choisi d'avoir une marque qui s'appelle IFP School, qui est reconnue à l'international parce que l'École nationale supérieure des pétroles et des moteurs, issue du système français, personne ne comprend ce que c'est. Une école d'ingénieur dans le monde international, on ne sait pas non plus ce que c'est une spécificité française. Donc, on a choisi de communiquer sur le titre IFP School. Donc, ça commence très mal pour l'enseignement du français. Donc, rapidement, ici, je vous présente la structure de notre formation. Donc on diplôme, on a plusieurs masters dans notre école, 17 programmes au niveau master, donc cycle ingénieur ou master qu'on appelle Master of Science, qui se répartissent selon ce camembert. Aujourd'hui, moi je vais me focaliser sur les 350 étudiants qu'on a chaque année dans les masters ingénieurs, qui représentent finalement 10 filières spécifiques. Le public qui vient chez nous, ce sont des jeunes ingénieurs ici de formation initiale, donc de l'ensemble des écoles d'ingénieurs de France, mais aussi du large monde. Et donc, on va recruter des gens qui choisissent soit de venir chez nous pour faire une année ou une année et demie de spécialisation, pour ensuite rentrer dans le monde industriel. Et ces gens, en corollaire, ont le choix d'aller directement travailler dans le monde industriel. Ce qui veut dire que les jeunes qui viennent chez nous, c'est un acte volontaire, et c'est très important dans la démarche pédagogique, puisque ce ne sont pas des gens qui subissent ce système, mais ils n'étaient pas obligés de venir chez nous et ils s'engagent à venir faire cette année supplémentaire. Ça veut dire aussi qu'ils sont exigeants, dans le sens où ils vont investir une année ou une année et demie de leur temps, et ils attendent un plus en termes de retour. Donc ça, c'est un élément fort de notre formation, c'est qu'on se veut une formation adaptée aux besoins de l'industrie. Et je radoterai souvent en vous parlant de l'industrie parce que c'est notre pilote reste l'industrie. On est en phase finale de formation. Donc je ne l'ai peut-être pas dit, donc les gens qui viennent chez nous, donc on les accueille à Bac+5, voire à Bac+4 avec certaines écoles sur lesquelles on a des conventions. Et ils sortent avec un deuxième diplôme d'ingénieur à Bac+5, même si le niveau de sortie est forcément Bac+6 chez nous. Donc l'IFP School, de par son nom, c'est pas que le nom qui fait ça, mais on a une vocation internationale parce qu'en fait, on opère dans un monde mondialisé, l'industrie est mondialisée, et l'industrie dans laquelle on opère, l'énergie et les transports, sont aujourd'hui un monde vraiment réparti dans l'ensemble sur notre planète. Et donc, pour ça, cette école internationale, c'est un vecteur important de notre pédagogie. Et voilà un peu le profil des étudiants qui viennent chez nous. Donc des Bac+5 ou Bac+4 qui sont pour la moitié d'entre eux issus du large monde. Donc on voit ici les pays représentés pour la promo 2013. 50 pays représentés sur cette promo avec une variété d'origine et de langue initiale. Dans nos programmes, dans les 10 programmes d'ingénieurs que je vous ai évoqués tout de suite dans le slide précédent, nous avons donc 5 programmes qui se déroulent en langue française complètement, avec quelques enseignements en anglais lorsqu'on fait venir des internationaux, et donc les élèves doivent être capables de suivre majoritairement les cours en français et bien sûr de maîtriser l'anglais, et 50% des programmes qui sont totalement en anglais. Donc notre préoccupation est de faire intégrer des personnes qui à l'origine sont qui ne maîtrisent pas la langue française dans des cours, dans des programmes dont la langue de l'enseignement est le français. Alors vous allez me dire pourquoi ne pas mettre les étrangers, les personnes qui ne parlent pas le français, dans les programmes anglophones, ça simplifierait le problème, mais on va voir tout de suite après que la demande de l'industrie n'est pas celle-là. Donc juste pour témoigner qu'on est une école internationale, nos élèves sont répartis dans une centaine de pays et on a beaucoup d'anciens, donc il y a des Français à l'étranger, mais beaucoup d'anciens qui sont des
étudiants à l'origine qui ne maîtrisaient pas le français, qui sont dans le large monde et qui contribuent à un réseau important et à une notoriété de notre école. On a aussi quelques programmes joints avec des universités dans le large monde, mais je ne vais pas me focaliser sur ces points-là. Donc ce qui est important, je pense, c'est continuer notre contexte industriel, enfin de vous présenter le contexte industriel. On a une forte intégration industrielle, c'est-à-dire que les étudiants qui viennent chez nous choisissent de venir chez nous. Et en choisissant de venir chez nous, ils choisissent aussi de s'associer à un partenaire industriel qui va financer et les soutenir pendant leur année de formation. Tous les étudiants qui sont dans notre école sont, enfin tous, 80% des étudiants dans l'école et dans mon master par exemple, 100% de mes étudiants sont financés par l'industrie et l'industrie finance les frais de scolarité. C'est tabou de parler d'argent en France, mais j'ai quand même, pour vous donner la responsabilité qu'on a, pour financer un étudiant, l'industrie qui est partenaire avec nous, un industriel va financer 18 000 € de frais de scolarité pour une année et demie de formation et va financer à hauteur d'à peu près 1 400 € mensuels le salaire de l'étudiant qui aura un statut d'apprenti ou de parrainé alternant. Ce qui veut dire que c'est un budget important et l'objectif de ce financement est bien sûr un investissement à long terme. Les industriels qui parient sur un étudiant souhaitent le recruter à la fin de la formation et donc demandent donc que le résultat de la formation soit en adéquation avec ce qu'ils attendent pour opérer les premiers métiers d'entrée et une grande adaptabilité de ces étudiants. Donc la particularité aussi dans notre système pédagogique, c'est d'avoir le corps professoral qui opère à l'école n'est pas un corps professoral universitaire. Moi-même, je ne suis pas professeur, je suis issu d'industrie. Donc on a les enseignants permanents dont je fais partie, on est peut-être pour mon master par exemple 3 à opérer avec des interventions très, très courtes en nombre d'heures. Et pour l'étudiant, va voir défiler devant lui pendant l'année scolaire 70 intervenants à peu près. Et ces intervenants viennent de l'industrie et leur premier métier est de venir apporter leurs compétences et leur expérience à nos jeunes. Et ils ne sont pas forcément formés à être pédagogues et encore moins formés à être adaptés à faire un cours scientifique, technique à des étudiants étrangers. Donc ça, c'est important pour le contexte et pour la mise en situation de nos jeunes qui vont avoir à vivre dans son contexte compliqué. Donc l'objectif global de notre formation, c'est bien sûr, et c'est comme ça qu'elle est reconnue, et c'est pour ça que les industriels financent à cette hauteur les jeunes chez nous, c'est parce que lorsqu'un industriel embauche un de nos étudiants, il considère, enfin les faits montrent que nos étudiants sont plus rapidement opérationnels que la moyenne des étudiants qui sortiraient de l'école d'ingénieur initiale. Et du coup, l'industrie, vous savez, c'est pas philanthrope, hein, c'est le business qui compte. Et donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir donner des responsabilités et une charge de travail plus importante à ces jeunes. Et donc, l'investissement initial va opérer dans le sens où ils vont progresser et rendre à l'entreprise qui les a financés un travail avec une efficience bien meilleure que la moyenne. Ce discours peut paraître prétentieux, hein, je ne suis pas là pour faire des louanges, c'est juste un état de fait. Aujourd'hui, on en est là. Si notre formation dérive et qu'elle ne répond plus à l'industrie, on mourra très rapidement puisqu'on n'a pas une garantie de cette réussite qui fonctionne aujourd'hui. Donc, d'où la mobilisation pour faire en sorte que les ingénieurs qu'on embarque dans notre système aient une réussite et sur tous les points de vue et qui répondent bien à cette exigence de la part de nos industriels. Et donc pour répondre au monde d'aujourd'hui d'ingénieurs dans l'industrie, bien sûr, il leur faut des compétences techniques et là, je dirais, c'est là où je suis, enfin l'équipe pédagogique est plus à l'aise pour délivrer ces compétences techniques puisque c'est notre métier de base. Donc on sait bien identifier et faire appel aux spécialistes de chaque domaine pour donner les armes à nos jeunes pour répondre aux attentes des industriels. Là où on commence à être, où ça devient plus complexe, c'est lorsqu'on a, alors nous les techniques, on appelle ça les sciences molles, je ne sais pas si ça vous parle, mais les sciences molles, c'est comme ça qu'on appelle les sciences humaines, enfin tout ce qui, voilà, c'est pour vous dire déjà le langage qu'on emploie et la différence de monde dans lequel on vit. Donc on a besoin d'ingénieurs mobiles. Alors mobile, bien sûr, on l'entend géographiquement, mais c'est plus que ça, c'est mobile intellectuellement. C'est-à-dire que notre monde va très vite dans l'industrie dans laquelle j'opère moi, c'est
donc l'industrie de l'automobile, des moteurs. Vous avez entendu parler de voitures électriques, de moteurs thermiques, etc. Ce sont des choses qui bougent très très vite. Des biocarburants, aujourd'hui on fait des carburants avec des betteraves. Tout ça, il faut s'adapter très rapidement. Il faut surtout que nos jeunes, par exemple, qu'on a formés il y a 10 ans où on ne parlait pas de véhicules hybrides, soit aujourd'hui encore dans l'industrie et soient capables d'améliorer leur capacité, enfin de s'adapter à ces évolutions. Et ce qui intéresse aussi l'industriel dans notre formation, c'est qu'on donne à nos jeunes une vision globale du secteur, ce qui fait de la force aussi pour avoir une grande adaptabilité intellectuelle et scientifique. Et là où ça se corse le plus, c'est cette partie-là. Beaucoup en ont parlé avant moi, là, depuis ce matin. Des ingénieurs capables de travailler en équipe. Le système franco-français, mais on retrouve cette problématique-là dans d'autres endroits de la planète. Travailler en équipe, ça ne se décrète pas simplement comme. C'est difficile c'est une compétence difficile à délivrer et ça s'apprend sur le tas par des méthodologies et des mises en pratique. Mais dans l'industrie dans laquelle on opère, le travail en équipe est un point clé. Une personne très performante qui n'est pas capable de travailler en équipe ne pourra pas rendre satisfaction au monde industriel. Une anecdote qui pourra faire polémique, je parlerai tout à l'heure de la sélection des étudiants. Il arrive d'avoir, on sélectionne par exemple en France dans toutes les écoles d'ingénieurs de tout type, et notamment par exemple à l'école polytechnique, il m'est arrivé parfois de ne pas recruter un polytechnicien très performant parce que je savais que de par ses autres qualités humaines, il n'aurait pas été adapté au monde industriel alors qu'il était adapté à un monde peut-être plus de la recherche et beaucoup plus efficace dans d'autres secteurs. Donc notre sélectivité, elle n'est pas que purement académique et on doit tenir compte au moment de la sélection de ces critères qu'on ne va pas pouvoir nous inculquer à nos élèves en ainsi peu de temps. J'ai oublié de vous dire que notre formation dure 16 mois, elle est en alternance, mais en fait, les élèves sont physiquement 8 mois à l'école. Donc 8 mois à l'école pour apprendre des métiers larges et variés, c'est un vrai sprint. Et surtout pour les étudiants, j'avais dans le retour de ce matin beaucoup de travail, certains disaient, là, pour apprendre le français, je crois, enfin il y avait une phrase comme ça, ils ont la même réflexion, mais sur le long terme. S'intégrer dans un environnement multiculturel, pour nous, c'est tellement important qu'aujourd'hui, ça fait partie des valeurs de l'école qu'on donne à nos étudiants à l'entrée et on accompagne nos élèves. On essaye d'accompagner et de mettre des choses en place pour qu'ils intègrent cet environnement multiculturel. On a longtemps pensé que la simple fait d'avoir des étrangers à l'école et de mélanger nos élèves, ça allait se diffuser naturellement. On s'aperçoit que non. Et donc, on a mis en place des actions de façon à sensibiliser l'ensemble de la population, les Français et ceux qui ne possèdent pas la langue française, à cette problématique. Et on organise quelques méthodologies pour aller en ce sens. C'est quelque chose qui est très important puisque, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, le monde industriel est multiculturel. Donc multiculturel en termes de disciplinarité de sciences, ça c'est une chose, mais multiculturel aussi en termes de la langue, ça c'est donc l'extrême inverse, je dirais, mais la langue à la limite, vu par nous, on peut toujours apprendre, mais ce qui est le plus dur, c'est comprendre la langue, c'est-à-dire multiculturel dans le sens, qu'est-ce que veut dire un Chinois qui me dit oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a compris la question, ça ne veut pas dire qu'il accepte, qu'il répond positivement à ma question. Donc ce genre de choses que vous avez sûrement vécu puisque vous êtes spécialiste du domaine, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné pour des ingénieurs ou des étudiants ingénieurs qui sont cartésiens et un oui en français, ça veut dire oui. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut, pour travailler en équipe et travailler dans un environnement comme ça, faire prendre conscience à nos élèves. Et la communication en découle en fait. Donc communiquer, j'ai vu beaucoup d'informations ici, vous êtes tous sensibles à ça. Communiquer dans le sens savoir présenter des slides, savoir présenter des rapports, etc. Ça, je dirais, c'est la partie technique qui globalement peut s'apprendre et peut s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais communiquer dans des environnements, je dirais, non formels, avec des échanges par mail ou téléphonique avec un Français qui dialogue avec un collègue indien, qui recommunique avec un collègue qui est en Chine. Cette phase de la communication-là, c'est très complexe et il s'avère que dans notre industrie, beaucoup de problèmes viennent de ce point-là. On ne prétend pas être capable de nous-mêmes de traiter, mais en tout cas, c'est un élément qu'on a identifié et qu'on essaye de prendre en compte et auquel on essaye de sensibiliser nos élèves. Tout ça pour au final faire en sorte que nos élèves soient adaptés à l'industrie qui les attend
puisque, voilà, j'ai déjà fait ça? Non. Si? Je radote, je vais dans le mauvais sens. Donc voilà, je crois que le temps passe, donc je vais juste... j'ai essayé, quand on m'a sollicité pour ce forum FLE, donc je ne connaissais même pas le sens il y a quelques jours, de me poser la question, finalement, moi, en tant que responsable de master, quelle est ma préoccupation sur ce point-là? Et donc voilà, pour moi, la préoccupation. Donc, dans l'industrie, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est lorsqu'on a un besoin, on définit un cahier des charges et on attend en retour du prestataire qui nous restitue, qui réponde à ce cahier des charges. Et finalement, moi, je me suis dit, alors c'est un peu trivial et ça peut peut-être vous choquer, mais je me suis dit que personnellement, en tant que responsable de master, j'avais défini un cahier des charges plus ou moins sous-entendu avec mes collègues qui vont contribuer donc à aider mes jeunes à apprendre le français. Et ce cahier des charges est traduit un peu de cette manière. Quelle est ma préoccupation d'ordre 1 lorsque mes élèves arrivent? C'est qu'ils soient capables de suivre une scolarité qui est destinée, qui est d'une culture française. On a évoqué ça ce matin aussi, je crois. La culture française de l'enseignement, c'est quelque chose d'important. Chaque pays a une façon d'enseigner. Nous avons une culture spécifique, même si on a du mal des fois à s'en apercevoir, personnellement, puisqu'on est baigne dedans, mais on a une culture spécifique. Donc, et donc l'objectif de ce que j'attends des profs de français, FLE, vous dites, voilà, FLE, c'est qu'ils puissent initialement être capables de suivre les cours magistraux scientifiques, techniques, dispensés en français par des intervenants de l'industrie qui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ne sont pas des spécialistes ni du langage, ni des vocabulaires. Les gens de l'industrie parlent dans un jargon qui, même si je vous mettais dans une salle avec eux, peut-être vous-même vous ne comprendriez pas, ce qui m'est arrivé un peu ce matin dans vos débats. Donc il y a plusieurs facettes à suivre les cours magistraux. J'insiste, on a évoqué juste avant les cours scientifiques. Chez nous, on ne va pas refaire les cours de mathématiques, de sciences, etc. parce qu'on considère que tout ça est acquis et on est là pour greffer et utiliser les compétences que les jeunes ont acquises pendant leurs 5 années d'études précédentes et les appliquer à un domaine particulier. Quand on a dit ça, ça sous-entend qu'on imagine que l'ensemble des étudiants, même venant de l'étranger, qui n'ont pas été formés dans le même système, soient au même seuil de compétences. Ce qui est parfois et même souvent différencié, et ce qui nous oblige à faire des ajustements dans notre système pédagogique. Mais là, ça concerne plutôt la matière scientifique, mais ça dénote de la culture aussi, de la connaissance de la culture des systèmes pédagogiques d'autres pays. Donc, ce qui est important aussi pour moi, c'est que mes jeunes qui ne parlent pas français à l'initiale puissent s'intégrer et puissent interagir et montrer toutes leurs capacités scientifiques lorsqu'ils vont travailler en groupe de projet. Et donc, on constitue des groupes de projets multiculturels dans lesquels on incite les francophones à collaborer et surtout à intégrer à 100% les gens qui ne parlent pas français dans ces groupes. Et bien sûr, à l'inverse, à laisser la place et à s'exprimer aux gens qui, à l'initiale, ne parlaient pas français, de façon à ce qu'il y ait une fusion et aussi une compréhension du mode de fonctionnement à la française pour ces jeunes étudiants venant d'autres pays. Et donc ça, vous voyez que c'est très, pour l'instant, mes attentes sont vraiment très basiques, c'est du court terme, ça, je veux qu'ils puissent suivre la scolarité, qu'ils puissent bien sûr suivre les examens écrits, oraux et faire des soutenances et des rapports, et de façon à ce que tout ça s'intègre bien et que je ne puisse avoir de mon côté à juger d'une manière équitable leurs résultats académiques sur les matières qui m'intéressent, c'est-à-dire les matières techniques et scientifiques pour lesquelles je suis là. Je suis là pour les former dans ces domaines-là et je dois rendre compte indirectement à l'industrie et vérifier que les étudiants, quelle que soit la nationalité sortant de mon master, ils aient les mêmes compétences acquises et qu'il n'y ait pas de biais d'interprétation du fait d'une expression française qui soit peut-être un peu plus faible au départ. Donc juger ou évaluer, on n'a pas le droit de dire juger, évaluer à sa juste valeur l'étudiant en faisant abstraction de cette difficulté initiale du français. Échanger, le dernier thème est déjà intégré dans ce que j'ai à dire, j'avance. Et donc, juste un petit témoignage, et peut-être que les questions permettront... là, j'ai passé un grand temps sur le contexte, et pour moi, c'est là où je suis plus à l'aise, donc j'attendrai vos questions pour répondre à vos...
si ça vous interpelle, ce que j'ai raconté ici. Donc juste un témoignage de ce que moi je vois vu de l'extérieur dans l'action de mes collègues qui sont d'une efficacité remarquable, parce que je ne sais toujours pas comment ils y arrivent, mais ça marche très bien à l'école. Donc je vais vous décrire un peu le process qu'on met en place et donc finalement les actions que je ne saurais pas vous décrire dans le détail, qui sont menées par nos profs de français à l'école. On les fait intervenir dès le moment du recrutement. Donc, le recrutement à l'IFP School se passe, les élèves nous envoient leur dossier de novembre jusqu'à la mi-mars. On évalue les candidatures sur dossier. Les étudiants peuvent nous écrire en français et en anglais, donc là, il n'y a pas de sélectivité par la langue. Donc, on est capable d'évaluer le contenu et la valeur de l'étudiant. Et si un étudiant nous interpelle et correspond à nos standards et correspond à un besoin de l'industrie, un exemple concret, un industriel me dit « je souhaite embaucher en France pour 3 ans un Indien que je vais intégrer dans mes équipes parce que je vais développer un business en Inde ensuite et il deviendra chef d'un département en Inde en collaboration avec la maison mère qui est en France. Si je vois un profil passer de ce type-là qui correspond pile à nos références de sélection et qui ne parle pas le français, ou je vais faire abstraction de ce point-là. Je vais d'abord regarder la candidature par rapport à ses objectifs. Le français ne sera qu'une contrainte qui devra être vaincu derrière d'une manière ou d'une autre. Alors, s'il ne parle pas du tout français, on a possibilité dans certains cursus de dire il suivra les cours en anglais et il se formera en entreprise au français plus tard. S'il a une brief de compétences en français, on va inciter fortement l'étudiant à suivre les cours en français et on va mettre en place des actions pour cela. Et donc, la première action est de faire intervenir les profs de français au moment du recrutement en faisant des entretiens à distance, souvent, parce que s'ils sont en Inde, donc on fait via Skype ou via téléphone. Et là, c'est une compétence peut-être qui est familière pour vous, mais qui est quand même particulière. On va demander aux profs de français de s'engager à nous dire est-ce que, par rapport à cette interview que vous êtes en train de faire, est-ce que vous pouvez nous assurer que l'étudiant pourra suivre des cours de français en mois de septembre et quelles modalités devons-nous mettre en place? Et les modalités qu'on offre à ces étudiants qui parleraient peu le français, c'est de venir pendant l'été suivre des cours, ce qu'on appelle nous intensifs de français, qui peuvent aller de 2, 4 ou 6 semaines selon le degré d'évaluation qu'aura fait le prof de français. Donc ça a une responsabilité forte pour le prof de français, puisqu'il va s'engager indirectement à garantir que l'élève va pouvoir suivre les cours de français. Et quand je dis que c'est une responsabilité initiale forte, on la partage avec lui. Et une fois que cette décision est prise, on mettra tout en œuvre pour accompagner du début à la fin notre étudiant de façon à ce qu'il réussisse sa scolarité sans problème. Donc, une fois que les élèves sont identifiés et qui viennent, pour certains d'entre eux, suivre les cours de 2, 4 ou 6 semaines, voilà ce qui est abordé. Donc là, je ne suis pas spécialiste, mais donc, bien sûr, il doit y avoir des cours de langue traditionnels, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, FOSS, etc. Il y a des simulations de cours magistraux, mais dans ces simulations de cours magistraux, par exemple, les profs de français nous interpellent l'été pour venir, nous, en tant qu'enseignants techniques, faire un cours et pour faire prendre conscience aux apprenants du français comment se passe un cours à la française, quels sont les problèmes. Par exemple, quand je vais faire un cours, j'articule très mal, comme vous pouvez le remarquer. Et donc ça, c'est une vraie difficulté pour les étudiants. Alors, la première minute, on me dit « attention, articule bien », donc je le fais pendant à peu près 2 minutes. Et après, l'étudiant doit s'adapter. Donc, ça permet de faire prendre conscience à la fois aux étudiants, mais aussi aux profs de français, j'imagine, d'adapter des méthodes qui permettent de suivre correctement les cours qui auront lieu en septembre. Donc, être capable aussi de prendre de prise de notes. On en a parlé, donc je ne reviendrai pas dessus, mais pour les Chinois, on l'a évoqué longuement tout à l'heure, c'est la prise de notes et les attentes, par exemple, sur les exposés, l'autonomie, ce sont des choses qui sont aussi, à mon avis, évoquées dans ce cadre-là, même si elles ne sont pas acquises parce que c'est trop court, mais c'est des prises de conscience qui doivent être faites, à mon avis. En tout cas, nous, on attend que ce soit fait dans ces enseignements du français pendant ces stages intensifs. Et puis, je sais qu'il y a des intégrations interculturelles, donc on promène les élèves à Paris et autres, on leur demande d'acheter une baguette, etc. Donc il y a aussi des choses que vous faites, j'imagine, couramment, mais tout ça fait que moi je suis toujours époustouflé de voir
un étudiant, j'ai des exemples concrets, hein, un étudiant chinois qui a fait quelques études secondaires, qui a appris un petit peu le français et à peine l'écriture. Au bout de 6 semaines, il est capable de suivre, enfin il est capable, il suit avec des grandes difficultés les cours de français. Et notre aménagement est malheureusement très restreint dans le domaine technique, c'est-à-dire que je vais alerter mes enseignants qui viennent du monde industriel en disant attention, il y a des gens qui ne comprennent pas, parle lentement, réexprime, reformule tes propos. Mais comme je viens de le dire dans mon exemple précédent, ça dure 5 minutes parce qu'embarqué par la majorité de la classe qui est avide de questions et qui parle français, va embarquer le professeur dans un milieu plus confortable et on oublie rapidement les étrangers. Donc il y a quand même une sensibilisation. Moi, j'interviens dans ce cadre-là à la rentrée, donc sans être prof de français, dans la sensibilisation de ma promo, en faisant prendre conscience qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre les cours les cours techniques de par le français. On met en place aussi un garde-fou avec nos délégués de promo qui sont normalement une veille pour vérifier si nos jeunes étrangers ne sombrent pas dans la difficulté. Donc il y a un accompagnement de groupe qui permet de détecter éventuellement les problématiques pour suivre au début de l'année. Et ce qui est miraculeux, c'est qu'en général, à la fin de l'année, on ne fait pas d'écart entre les gens qui initialement ne parlaient pas le français ou parlaient correctement le français. En termes de rendu technique, bien entendu, ils vont avoir des accents, ils vont avoir des difficultés, des erreurs grammaticales, mais c'est quelque chose qui pour nous importe peu. L'objectif est de vérifier que la qualité scientifique est là et qu'ils sachent répondre aux besoins de l'industrie. Ce que je n'ai peut-être pas dit à un moment dans mes propos, c'est que pourquoi ce n'est pas important en ordre 1, la problématique de la grammaire ou des phrases parfaites, parce que le monde du travail dans lequel ils opèrent, la langue officielle sera l'anglais. Et donc dans les termes, dans les rapports, les comptes rendus officiels ou les soutenances des présentations dans une boîte internationale, on acceptera que même entre Français, on fasse une présentation en anglais si la personne est plus à l'aise. Par contre, là où ça deviendra compliqué, c'est au quotidien pour cet étudiant si, dans l'environnement de travail, il n'est pas capable d'échanger avec ses collègues. Par exemple, un ingénieur qui doit donner un travail à un technicien qui ne maîtrise pas bien l'anglais, il va se produire tout de suite une distance et une mécompréhension et du coup une efficacité qui va diminuer. Et donc ça, ce n'est pas acceptable pour l'industriel. À moyen terme. Donc, j'ai un peu dérivé, mais donc je disais, on fait appel aux profs de français pour nous aider à identifier si potentiellement l'étudiant pourra suivre les cours français. On met en place donc des actions de cours intensifs de 4-6 semaines. Donc j'ai regardé, 6 semaines, ça fait 180 heures de cours seulement. Donc en 180 heures de cours, je ne sais pas quel niveau, parce que mais on n'a pas de test de niveau pour le français, on veut simplement qu'ils puissent opérer. Et durant la scolarité, ces étudiants, s'il s'avère qu'à l'issue ici, donc il y a un test interne et les profs sont autonomes pour nous dire cet élève-là, c'est bon, il va pouvoir suivre, il suffit qu'il vienne de temps en temps en cours de français, on va continuer à suivre, mais c'est des cours plus facultatifs. Ou cet élève-là, attention, on n'est pas arrivé à l'objectif, on va le suivre plus intensivement et on va lui proposer des cours de français un peu plus intensifs. Donc c'est ce qui se déroule d'une manière hebdomadaire au niveau de la scolarité. Et là, si je rebondis pour ce qui vous intéresse, ça veut dire qu'on délègue complètement la responsabilité aux profs de français d'assumer le fait et d'évaluer le potentiel et la compréhension de nos jeunes sur le français. On n'a pas un test au final qui va délivrer notre diplôme. Pour délivrer notre diplôme d'ingénieur, on a un niveau d'anglais exigé, 785 au TOEIC aujourd'hui. Si un étudiant, quelle que soit sa nationalité, il n'atteint pas ce niveau, il n'aura pas le diplôme d'ingénieur. Par contre, quelqu'un qui sort de chez nous et qui a un niveau de français qui n'est pas B1 ou convenable, du moment qu'il a suivi sa scolarité complètement et qu'il sait s'exprimer et sait échanger, il sera diplômé. Donc il n'y a pas de seuil sanction. Donc voilà, et ce que j'ai marqué, ce qui est très important, c'est, je reviens à ce que je disais initialement, l'étudiant a eu la responsabilité, enfin a choisi de venir dans notre école et nous, on a choisi de l'embarquer dans notre système. Et donc, en fait, on est tous, une fois que ce contrat a été établi d'une manière un peu tacite ou indirecte, on se doit d'arriver à la réussite de l'ensemble, puisqu'il y a l'industriel qui a financé, il y a l'étudiant qui est embarqué et qui va passer une année ici,
Et nous, notre réputation d'école est là. Donc, on va mettre tout en œuvre, mais de manière, je dirais, plus individualisée et un accompagnement plus artisanal pour faire en sorte que l'étudiant réussisse dans notre formation. Donc, je crois que j'ai largement écoulé mon temps, mais je vais répondre à vos questions. Je ne sais pas si j'étais dans le sujet, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me semblait important de vous faire partager une vision qui n'est pas forcément de spécialiste, mais qui est voilà, comment je le ressens. Donc, je l'ai dit un peu caricaturalement et d'une manière volontairement un peu brutale pour montrer des fois l'écart qu'il peut y avoir.